Imaginez-vous vous réveiller un matin, regarder par la fenêtre et constater que la terre que votre famille protège depuis des générations est couverte de nouvelles maisons. Des maisons dont vous n'avez jamais autorisé la construction. C'est exactement ce qui est arrivé à Serafina Blackwood, une enseignante retraitée de 64 ans vivant dans une banlieue géorgienne. Pour Serafina, la terre n'était pas seulement de la terre et de l'herbe, c'était de l'histoire. Près de 16 hectares hérités de ses parents, qui avaient travaillé dur, les avaient payés parcelle par parcelle et lui avaient rappelé, enfant, que cette terre était la seule chose qu'il ne pouvait plus cultiver. Elle se souvenait d'avoir marché pieds nus, enfant, chassant les lucioles au crépuscule, et d'avoir entendu son père lui dire qu'il voulait qu'elle la préserve toujours. Ainsi, même lorsque les promoteurs l'ignoraient, même lorsque les voisins vendaient leur terrain, elle n'hésitait jamais. La plupart des gens ne mesuraient pas la valeur de sa propriété. Elle se trouvait à la périphérie d'une vaste banlieue près de Mâcon, en Géorgie, où les chaînes de magasins commençaient tout juste à s'implanter, mais où de nombreux champs restaient intacts. Les promoteurs trouvaient le terrain de Serafina difficile à gérer, avec ses arbres, ses zones accidentées et son sol argileux et dur. Elle considérait cela comme quelque chose d'inestimable. Et contrairement à beaucoup d'héritiers, elle ne négligeait pas son patrimoine. Elle payait ses impôts ponctuellement chaque année. Elle conservait ses papiers dans un coffre-fort ignifuge. Elle demandait même à son ami avocat, Tadekane, de vérifier le titre de propriété tous les 2 ou 3 ans, au cas où. « Serafina, tu as une forteresse ici », dit Tadeu lors d'une de leurs réunions de cuisine. « Personne ne te la prendra. » Il souriait poliment, mais il savait comment les choses fonctionnaient dans le monde réel. Les gens riches et puissants pensaient souvent pouvoir contourner les règles. Je n'allais pas lui laisser une chance. C'est pourquoi il fut surpris, un après-midi d'été, d'apercevoir une pelleteuse en train de creuser sur une route rurale près de sa propriété. Au début, il pensa qu'il s'agissait d'un travail de routine pour le comté, peut-être pour des travaux de voirie ou de service public. Mais une semaine plus tard, à son retour, il trouva des pieux de mesure soigneusement empilés en rangées et des engins de chantier coulant du béton. Serafina arrêta la voiture et salua un ouvrier portant un gilet fluo. « Excusez-moi, quoi de neuf ?» demanda-t-elle. « Un nouveau projet, madame, » répondit l'homme en levant à peine les yeux. « Oku Estate. Environ 96 maisons sont en construction. Ça va être magnifique. » Son cœur se serra. 96 maisons. Sur ces terres. Au début, il pensa qu'il s'agissait d'une erreur. Quelqu'un avait sûrement vérifié les documents. Aucun promoteur immobilier professionnel ne présumerait que le terrain était disponible. Mais au fil des semaines, les maisons ont commencé à s'élever. Charpente en bois, toit, puis bardage. Je passais devant tous les 2 ou 3 jours, regardant des inconnus réclamer ce que j'avais économisé toute ma vie. Lorsqu'elle en a parlé à ses amis à l'église, certains ne l'ont pas cru. On ne peut pas construire sans demander, a dit une femme. Mais Serafina a sorti son dossier jauni rempli de documents, actes de propriété, reçus fiscaux, cartes des années 1950. Ils n'ont rien demandé, dit-il calmement. Et ils n'ont rien vérifié. Ce que Serafina ignorait encore, c'est que l'association des propriétaires d'Oku Estate, en collaboration avec un promoteur régional, avait supposé que sa propriété était inutilisée. Une erreur administrative survenue plusieurs décennies plus tôt avait laissé la parcelle inscrite dans les registres du comté avec une description vague.
L'association avait acheté un terrain adjacent et étendu son champ d'action, ignorant que près de 16 hectares restaient privés. Pour eux, c'était une page blanche. Pour elle, c'était un héritage. Dès que les premières maisons furent vendues, les panneaux « à vendre » disparurent presque du jour au lendemain. Les familles, impatientes d'emménager dans leurs maisons flambant neuves, apportèrent des camions de déménagement et accrochèrent des rideaux. Les enfants se promenèrent à vélo dans les impasses fraîchement pavées. Le président de l'association des copropriétaires, Burgar Sterling, se vanta auprès des journaux locaux d'avoir créé un quartier dynamique et moderne. Mais après les déclarations de Beauregard à la presse et les photos de l'investiture, une tempête se préparait. Car la seule personne à laquelle il ne pensait pas était cette femme assise tranquillement dans sa modeste maison de Steel Ranch, à 1 kilomètre de là, celle qui déclarait ses impôts avec la plus grande précision depuis 40 ans. Séraphine n'était pas aussi en colère qu'on aurait pu le croire. Elle était calculatrice. Chaque soir, assise à la table de la salle à manger, elle étalait ses papiers, notait les dates et écrivait des lettres à tas d'eux. Elle ne criait pas, ne manifestait pas dans la rue. Elle planifiait. Parce qu'elle savait quelque chose que l'association des copropriétaires ignorait. Une fois que les tribunaux auraient pris connaissance de ces dossiers, il n'y aurait plus aucun doute. Ces maisons n'étaient pas les siennes, elles se trouvaient sur sa propriété. Et pour elle, la question n'était pas de savoir si elle gagnerait, mais combien cette victoire lui coûterait. Mais pendant que Serafina préparait sa tempête silencieuse, l'association des propriétaires célébrait, confiante d'avoir construit le joyau de la couronne du comté. Le trait caractéristique de Serafina Blackwood était simple. Elle ne courait après rien dans la vie. Elle planifiait. Cette habitude l'avait accompagnée pendant 3 décennies comme administratrice scolaire, où anticiper les crises n'était pas une option, c'était une question de survie. Et lorsqu'il s'agissait de son pays natal, elle ne le traitait pas différemment. Bien avant l'arrivée des bulldozers, elle avait pris l'habitude de se rendre au centre-ville de Mâcon 2 fois par an pour vérifier les relevés d'impôts fonciers. Les employés la connaissaient par son nom. Madame Blackwood, vous êtes l'une des rares à venir encore en personne, plaisanta un jour une vendeuse. Serafina lui sourit en retour. Je n'aime pas les surprises. Sa philosophie était simple. Si vous protégez ce qui vous appartient, vous n'aurez jamais à mendier pour le récupérer. Et même si ses voisins avaient perdu des hectares à cause de saisies ou de ventes chaotiques au fil des ans, elle a tenu bon. La voix de ses parents l'accompagnait toujours. Chaque printemps, il arpentait les abords de la propriété, parfois accompagné de son cousin Jérémie, qui vivait encore à proximité. Il emportait une thermos de thé sucré, longeait les pins et cherchait les clôtures à réparer. « Elle est toujours à toi, Sera, » dit Jérémie en touchant l'une des vieilles tablettes de fer enfouies près du coin. « Personne ne la prendra au Blackwood. » Mais Serafina savait qu'elle ne devait pas se fier uniquement aux mots. Elle voulait des documents, des signatures, des dates, des preuves. C'est pourquoi, 3 ans avant le début du projet de copropriété, elle a rencontré l'avocat Thad Kane dans son bureau de Spring Street. « J'entends constamment parler de litiges fonciers, » lui dit-il en glissant un dossier sur le bureau. « Les promoteurs immobiliers rôdent dans ce comté comme des faucons. Je dois m'assurer que personne ne touche à mes terres. » Thad feuilleta le dossier, les sourcils levés. « Séraphine, c'est mieux que ce que conservent la plupart des tribunaux. Tu as des reçus, des cartes, et même les notes manuscrites de ton père. »« Je suis préparée depuis 1988, répondit-elle sèchement.
Ils ont tous deux examiné la chaîne des actes ligne par ligne, vérifiant que rien n'avait été vendu, transféré ou mis en gage. Tadeu a mis à jour son testament pour refléter la propriété du terrain et a intenté une action en justice discrète pour s'assurer que le tribunal confirme la propriété. Ce fut, comme il le dit, une défense acharnée. Cette décision allait précisément le sauver plus tard. Car, lorsque le complexe de copropriété franchit ses limites, il existait déjà un document à son nom, reconnu par le tribunal. Pendant ce temps, les dirigeants de l'association des propriétaires des gens comme Borgar Sterling, le président fier et acerbe la considéraient comme invisible. Ils passaient devant son ranch et lui jetaient à peine un coup d'œil. Pour eux, elle n'était qu'une retraitée comme les autres, avec beaucoup de pelouse à tondre. Ils avaient tout faux. Un soir, alors que Serafina et Tadeu dînaient, il évoqua les différentes possibilités. Ils plaideront probablement l'ignorance, dit-il. Ils diront que c'était une erreur, un oubli dans les archives du comté. Serafina ajouta du sucre dans son thé. L'ignorance ne fait pas avancer un bulldozer, dit-elle sans détour. Tadeu se pencha en arrière. Tu comprends ce que ça signifie, n'est-ce pas? Une fois que ces familles auront emménagé, les enjeux seront plus importants. Ce n'est pas qu'une question d'argent, ça va devenir sentimental. Les gens te verront comme le méchant, même si tu es le propriétaire légitime. On m'a dit des choses pires, a-t-il dit. Vous connaîtrez la vérité au procès. Son calme le surprit, mais ce n'était pas celui d'une personne insouciante. C'était le calme d'une femme aiguisant son épée avant la bataille. Alors que les travaux s'accéléraient, Serafina ne criait pas, elle documentait. Elle prenait des photos de la voie publique. Elle notait les dates. Elle a même filmé un jour l'arrivée des camions, le coulage du béton et la pose des panneaux à vendre. Elle classait le tout dans un dossier soigneusement étiqueté, preuve d'Oku des stats. Son cousin Jérémy lui a demandé un jour pourquoi il n'avait pas fait de scène. Pourquoi ne s'était-il pas enchaîné à un arbre ou n'avait-il pas appelé les informations locales? Parce qu'ils s'attendent à du bruit, répondit-il. Le bruit disparaît. Les papiers, eux, restent. Et chaque semaine qui passait, leur dossier prenait de l'ampleur. L'ironie était cruelle. Tandis que l'association des copropriétaires célébrait leur succès, la femme qu'ils avaient négligée avait déjà préparé le terrain pour les démanteler. Ses impôts fonciers étaient à jour, au centime près. Son titre de propriété avait été confirmé par un juge. Son avocat avait été informé, et son dossier de preuve était si détaillé qu'il aurait pu servir de dossier de construction. Le piège n'a pas été tendu du jour au lendemain. Il a été créé lentement et délibérément, au fil d'années de surveillance. Il pensait qu'elle n'était qu'une retraitée tranquille vivant ses derniers jours. En réalité, elle était la seule personne du comté qu'il devait craindre. Mais tandis que Serafina renforçait ses défenses, la HOA était occupée à étendre son rêve, croyant avoir sécurisé la terre d'opportunité sans se rendre compte qu'elle avait construit directement sur le bastion de quelqu'un d'autre. Pour l'association des propriétaires d'Oku d'Estat, ce projet était censé être leur fleuron, le rêve de banlieue. Des rangées de toits identiques étincelant sous le soleil de Géorgie, des pelouses immaculées s'étendant le long des impasses, et une piscine au centre pour couronner le tout. Ils ne vendaient pas seulement des maisons, ils vendaient un statut social, une communauté, l'image de « vous avez réussi ». Et personne ne défendait cette vision avec plus de véhémence que Beauregard Sterling, président de l'association des propriétaires.
Beauregard était un quinquagénaire, large d'épaules, aux cheveux grisonnants et doté d'un don pour charmer les promoteurs immobiliers à l'heure du déjeuner. Il s'était forgé la réputation de bien faire les choses, même si cela impliquait de faire des économies. Nous ne construisons pas que des maisons, a déclaré Beauregard au journal local lors de l'inauguration. Nous construisons un quartier historique, dont les gens se souviendront comme d'un modèle de progrès. Le public a applaudi poliment, les caméras ont cliqué, et, dans les coulisses, Beauregard et son conseil d'administration négociaient déjà avec Magnolia Construction, une entreprise de taille moyenne désireuse de se développer dans le comté de Bibb. La proposition était simple. Oakwood Estate doublerait de superficie et occuperait une grande partie de ce qui apparaissait sur les cartes du comté comme des terres non revendiquées. Le seul problème. Personne ne s'est donné la peine de confirmer la propriété. Un jeune chef de projet de Magnolia a soulevé la question lors d'une réunion, tout en feuilletant des cartes défraîchies du comté. Il semble que la parcelle 1467 porte encore un nom, Blackwood. Beauregard a rejeté l'hypothèse. Une erreur administrative, probablement une vieille ferme disparue depuis longtemps. On réglera ça après les travaux. C'était le style de Beauregard. Commencer vite, régler les choses plus tard. Sa confiance déteint sur l'ensemble du conseil d'administration. Il considérait les formalités administratives comme une formalité, dont leurs avocats pourraient s'occuper une fois la communauté opérationnelle. Après tout, qui, saint d'esprit, serait contre la construction de 96 nouvelles maisons remplies de familles? L'ambition ne se limitait pas au logement. Beauregard et le conseil d'administration y voyaient un potentiel considérable. Une communauté plus grande signifiait des cotisations syndicales plus élevées, davantage de pouvoir et une plus grande reconnaissance personnelle. Les banques locales se sont ralliées au projet. Les agents immobiliers ont vanté la phase 2 et Magnolia Construction a maintenu ses équipes au travail 6 jours par semaine pour respecter le calendrier. Pour les étrangers, rien ne semblait pouvoir arrêter le chantier. Les bulldozers abattaient les arbres, les géomètres enfonçaient des pieux et les fondations ressemblaient à des dents dans la terre. Même le maire s'arrêta un jour pour serrer la main de Beauregard et prendre une photo près de la première maison en bois. Lors des réunions de quartier, Beauregard a décrit la situation avec une grande clarté. Mes amis, cette expansion signifie que la valeur de nos propriétés va exploser, a-t-il déclaré en tapotant du doigt une diapositive PowerPoint. Nous parlons d'améliorer les écoles, de relocaliser les commerces et de créer une communauté plus sûre et plus forte. Oakwood Estate est en passe de devenir le lieu de vie idéal en Géorgie centrale. Les propriétaires ont applaudi. Ils lui ont fait confiance. Ils ont fait confiance au processus. Mais des fissures commençaient déjà à apparaître. Non pas dans les maisons, déjà solides, mais dans les fondations de l'entreprise elle-même. Les entrepreneurs murmuraient à propos d'inexactitudes dans les registres fonciers. Un comptable de Magnolia signala discrètement une anomalie dans les rapports de superficie. Même un greffier du comté signala à un membre du conseil d'administration que le nom Blackwood apparaissait sans cesse dans la base de données. Au lieu de ralentir, Beauregard a doublé la mise. Si on freine, on perd l'élan, a-t-il dit à son conseil d'administration. L'élan, c'est tout. Ces paroles portaient leurs fruits. À l'automne, la moitié des maisons étaient déjà sous contrat. À l'hiver, les camions de déménagement déchargeaient canapés et téléviseurs à écran plat. Les enfants couraient dans les allées, et des couronnes de Noël étaient accrochées aux nouvelles portes. Pour les familles, c'était le paradis.
Mais l'ambition nous aveugle souvent. Et dans ce cas précis, elle a aveuglé tous les membres du conseil d'administration de l'association des copropriétaires. Ils se croyaient trop importants pour faire faillite. Ils pensaient que si des problèmes survenaient avec la propriété, ils pourraient les résoudre financièrement. Un paiement par-ci, un accord tacite par-là. Après tout, quel retraité voudrait être confronté à une machine comme la vôtre? Lors d'une réunion de l'association des copropriétaires, Beauregard s'est vanté devant un groupe de nouveaux résidents du bon déroulement du projet. Un terrain, c'est un terrain, a-t-il dit en riant, un verre à vin en plastique à la main. La moitié du temps, il est encombré de paperasse. On s'épargne des ennuis. C'est comme ça qu'on avance. Les familles ont ri, certaines gênées, d'autres admirant son audace. Mais à ce moment-là, une vérité s'est imposée. Beauregard n'était pas seulement ambitieux. Il était téméraire. Car tandis qu'il levait son verre et célébrait sa croissance, il n'avait aucune idée qu'à seulement 1 kilomètre de là, Serafina Blackwood était assise avec son dossier de preuves, observant tout cela. Pour Beauregard, elle était invisible. Pour elle, il écrivait le premier chapitre de sa chute. Mais l'ambition aveugle de Beauregard n'allait pas seulement lui coûter cher. Il était sur le point d'entraîner 96 familles innocentes dans un cauchemar qu'elles n'avaient jamais vu venir. À peine les premières maisons d'Oakwood Estate étaient-elles à moitié terminées que Serafina Blackwood avait cessé de conduire par simple curiosité. Elle conduisait désormais téléphone à la main, enregistrant, documentant et racontant chaque étape, telle une enseignante qui donne un cours. Lot 12, structure terminée. Lot 14, toiture installée, murmura-t-il au micro. Ce n'était pas de la nostalgie. C'était une preuve. Pourtant, sa surprise ne s'était pas dissipée. Un après-midi, dans la cuisine, il dit à son cousin Jérémia, « Je n'arrive pas à croire qu'ils aient labouré ma terre comme si elle était invisible. » Jérémie secoua la tête. Ils pensent que l'argent les rend invulnérables. Mais tu as la loi de ton côté. Ne te laisse pas effrayer. Mais l'intimidation ne tarda pas à arriver. Le premier indice fut un prospectus glacé déposé dans sa boîte aux lettres annonçant le nouveau projet immobilier d'Oakwood Estate. Maison à partir de 299 000 $. Serafina regarda le prospectus et reconnut la disposition de son terrain sur le plan. Son audace la fit rire, un rire bref et amer. Il le montra à l'avocat Tadekane lors de leur rencontre suivante. Il fronça les sourcils et se frotta le menton. Ils ne cachent pas ce qu'ils font. Ils vous mettent au défi de le remettre en question. Et c'est exactement ce que je vais faire, a-t-il répondu. Le signe suivant est venu d'une conversation sur le parking d'un supermarché. Serafina a croisé Viola Barnes, une voisine de la même rue. « Tu as vu ce qu'ils construisent ?» demanda Viola. « Je l'ai fait, et il est à moi », répondit Serafina d'une voix aiguë. Viola cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire par le tien ? Ce terrain sur lequel ils construisent est mon héritage. Ils n'ont simplement pas pris la peine de vérifier. » La nouvelle a commencé à se répandre. D'abord à voix basse. Une femme de l'église a demandé s'il était vrai qu'elle poursuivait en justice le nouveau lotissement. Un diacre lui a dit de simplement prendre l'argent et de partir. Mais Séraphine ne cherchait pas l'argent facile. Elle voulait la justice. Leur première démarche officielle fut d'envoyer une lettre de cessation et d'abstention, rédigée par Tadeux. L'association des propriétaires l'a reçue un vendredi matin.
Beauregard Sterling, le président, l'a lu et rit. Cette femme croit pouvoir nous effrayer avec des papiers, a-t-il déclaré au Conseil. Elle n'a pas les moyens de nous combattre. Il a jeté la lettre, certain qu'elle ne le mènerait nulle part. Mais Serafina ne se vantait pas. Thaddeus intenta une action en justice en quelques semaines, joignant tous les documents qu'elle avait méticuleusement conservés. La plainte tomba comme un marteau sur le bureau de l'association des copropriétaires. Acte de propriété, reçu d'impôt, plan des limites de propriété, et même une copie des actes de succession de ses parents attestant du transfert de propriété effectué plusieurs décennies plus tôt. Beauregard ne prenait toujours pas la chose au sérieux. Ils la rejetteront, a-t-il déclaré à Magnolia Construction lors de leur réunion suivante. C'est toujours comme ça dans ces cas-là. Ce qu'il avait sous-estimé, c'était la minutie de Serafina. Elle n'était pas une retraitée paniquée qui jetait de la boue sur les murs. Elle s'était préparée à ce moment bien avant de commencer le travail. Pendant ce temps, les premières familles commençaient à emménager dans leur nouvelle maison. Les camions de déménagement sillonnaient les rues, les enfants déballaient leurs vélos et les parents plantaient des fleurs devant leur maison. Ils ignoraient que la maison de leurs rêves se trouvait sur une faille géologique susceptible de s'ouvrir à tout moment. Un nouveau propriétaire, Kingston Ramirez, se souvenait d'avoir entendu deux ouvriers se disputer près de son allée. « Je vous le dis, ce terrain n'est pas propre », a dit l'un d'eux. Il y a encore un nom de Blackwood dans le dossier. L'autre ouvrier haussa les épaules. Peu importe. Les maisons sont déjà vendues. Kingston avait alors balayé l'idée, mais elle allait le hanter. De retour chez Serafina, la tension monta. Thaddeus et elle élaborèrent des stratégies presque quotidiennement, examinant les réponses des avocats de l'association des copropriétaires. Ils ne nièrent pas catégoriquement que le terrain leur appartenait. Ils tentèrent d'argumenter que leurs revendications étaient obsolètes et qu'ils n'avaient pas utilisé activement la propriété. Thaddeus sourit en le lisant. Ils sont désespérés. Ils ne peuvent pas le supporter. Pourtant, Serafina comprenait la difficulté. Ils me décriront comme une personne sans cœur, dit-elle un soir. Comme si je voulais mettre les familles à la porte. Thaddeus hocha la tête. Et il faut être prêt. Car ce n'est pas seulement une question de loi, c'est une question d'image. Elle était prête. Prête à affronter les murmures dans les bancs de l'église, les regards froids au supermarché, la pression subtile qui la pousse à céder. Elle connaissait sa communauté, et savait avec quelle rapidité les gens pouvaient s'en prendre à quiconque perturbait leur tranquillité. Mais il savait aussi qu'il n'avait pas travaillé toute sa vie pour céder les terres de sa famille à un groupe de personnes qui pensaient que les règles ne s'appliquaient pas à elle. Les premiers signes de trouble n'étaient plus des rumeurs. C'étaient des gros titres en attente d'être publiés. Et Serafina, calme et inébranlable, affronta la tempête avec sa mallette de preuves et la loi à ses côtés. Mais à mesure que leur affaire prenait de l'ampleur, les familles qui venaient d'accrocher des photos sur leurs murs étaient sur le point de réaliser que le sol sous leurs pieds n'était pas le leur. Au début du printemps, Oku Estate ressemblait à un panneau d'affichage. Les impasses étaient terminées, les trottoirs avaient été coulés et les lampadaires brillaient au crépuscule. Des camions arborant les logos des entreprises de déménagement arrivaient presque tous les week-ends. Les familles déchargeaient leurs cartons, les enfants couraient dans les allées et les Golden Retrievers reniflaient les pelouses fraîchement plantées. De l'extérieur, cela ressemblait au rêve américain prospère. Mais sous cette surface brillante, une tempête se préparait déjà.
La première famille à emménager fut la famille Ramirez. Kingston, sa femme, Destiny, et leurs 2 enfants. Ils avaient économisé pendant des années, économisant chaque centime pour acheter leur première maison. Lors de la visite de la maison témoin, Destiny est tombée amoureuse de la cuisine. C'est ici que nous fêterons Thanksgiving, dit-elle en passant la main sur les plans de travail en granit. Kingston signa fièrement le bail, certaine d'avoir assuré la stabilité de ses enfants. Il n'était pas seul. Aurora et Phoenix Brigg, un jeune couple de Warner Robin, avaient acheté l'une des maisons de 3 chambres situées en bordure du lotissement. Pour eux, c'était une façon d'échapper à un appartement exigu. « Nous avons enfin un jardin », dit Phoenix en regardant son chien courir après une brindille. Aurora peignait la chambre du bébé qu'ils attendaient pour juillet. Dans une autre rue, Orion et Céleste Price, un facteur à la retraite et sa femme, voyaient cette maison comme la récompense de leurs années de dur labeur. Céleste a dit à sa sœur au téléphone, « C'est ici que nous vieillirons ensemble. Nous avons enfin trouvé la paix. » L'association de propriétaires célébrait chaque signature avec aisance. À chaque réunion, Burger Sterling informait le conseil d'administration. Nous sommes vendus à 80%. Cette communauté est un modèle pour la région. Il y avait des applaudissements, des toasts, et personne n'osait le questionner. Mais tous les nouveaux propriétaires n'étaient pas rassurés. Des rumeurs se sont répandues. Kingston Ramirez se souvient d'avoir entendu des voisins chuchoter lors d'une fête de quartier à propos d'une femme prétendant être propriétaire du terrain. Au début, ils ont ri. Tactique de la peur, a déclaré un homme. Les gens sortent toujours de leur cachette quand il s'agit d'argent. Cependant, certains furent perturbés par les lettres reçues par certains résidents. Des avis juridiques envoyés par l'avocat de Serafina les informant du procès en cours. Un matin, Destiny en trouva un scotché à sa porte. Elle le remit à Kingston, les mains tremblantes. « C'est vrai ?» demanda-t-il. Kingston le relut 2 fois. « C'est impossible. Ils ne nous vendraient pas une maison sur un terrain qui ne leur appartient pas. » Mais la boule dans son estomac lui disait le contraire. Pendant ce temps, Serafina traversait le lotissement en voiture un dimanche après-midi, observant les enfants faire du vélo dans les rues portant les noms d'arbres qui poussaient autrefois. Son terrain était maintenant recouvert de bardages en vinyle et de boîtes aux lettres. Elle n'éprouvait aucune joie, seulement une plus grande détermination. Il ne détestait pas les familles. Il les plaignait. Elles étaient victimes de l'arrogance d'autrui. Mais elles n'étaient pas de sa responsabilité. L'association de propriétaires et Magnolia Construction avait créé ce désordre. Au même moment, la tension montait lors des réunions de propriétaires. Un soir, Beauregard se tenait devant le clubhouse et s'adressait aux résidents inquiets. « Je tiens à vous rassurer, » dit-il avec un sourire confiant. « Oui, une femme porte plainte contre la propriété, mais nos avocats nous assurent qu'elle est infondée. Vous n'avez rien à craindre. » Un homme à l'arrière-plan leva la main. « Et s'il gagne ? » « Ce ne sera pas le cas, » a rétorqué Beauregard. Et même s'il essayait, le comté ne laisserait pas 96 familles perdre leur maison. Croyez-moi, nous sommes en sécurité. Le silence a fait taire certains, mais pas tous. Certains propriétaires ont commencé à chercher le nom de Serafina sur Google. Ils ont trouvé des décennies de dossiers fiscaux impeccables, les actes de succession de ses parents et même de vieilles coupures de journaux montrant sa famille sur le terrain. J'ai compris,
Ce n'était pas une femme comme les autres qui faisait des histoires. Elle en était la propriétaire légitime. Un soir, Destiny Ramirez était assise à la table de la cuisine et murmurait à Kingston. « Et si tout ce pour quoi nous avons travaillé disparaissait ? Et si nous étions en train de pénétrer sans même nous en rendre compte ?» Kingston serra les dents. « Je me battrai avant de laisser cela arriver. Mais si c'est vrai, alors nous avons cru à un mensonge. » En été, Okudestat semblait animé en surface. Les enfants couraient après les arroseurs automatiques, les facteurs faisaient leur tournée, les tondeuses à gazon ronronnaient le week-end. Mais sous cette joie se cachait une certaine anxiété. Les propriétaires nourrissaient des doutes muets, se demandant si le sol sous leurs pieds leur appartenait vraiment. Pour Serafina, chaque panneau, vendu, devant lequel elle passait confirmait la solidité de son argument. Plus on construisait de maisons, plus l'erreur devenait coûteuse. Et elle avait tous les reçus, tous les documents, toutes les cartes nécessaires pour le prouver. Mais à mesure que les familles déballaient leurs cartons et que Beauregard apaisait leurs inquiétudes, la demande s'intensifia. Et bientôt, plus personne ne put revendiquer la propriété de la terre. Dès que le premier propriétaire a reçu l'avis légal, l'association des propriétaires d'Okudestat a compris que Serafina Blackwood ne mentait pas. Elle s'en prenait à eux, et elle n'était pas seule. Son avocat, Thad Kane, a déposé plainte auprès du tribunal supérieur du comté de Bibb avec une précision méticuleuse, en joignant près de 40 ans de documents fonciers. Il ne s'agissait pas seulement de documents administratifs, mais d'un calendrier administratif qu'aucun juge ne pouvait ignorer. Serafina n'a jamais annoncé la nouvelle avec fracas. Elle n'a pas pris d'assaut le bureau de l'association des copropriétaires, ni installé de pancarte dans son jardin. Au contraire, elle a agi discrètement, délibérément, comme si elle avait répété cette confrontation depuis des années. Et à bien des égards, c'était le cas. Un soir, au cours d'un dîner, elle et Thad examinèrent la première série de réponses des avocats de l'association des copropriétaires. L'épais dossier se trouvait entre eux, rempli de jargon juridique et de refus de leurs réclamations. Il se base sur des détails techniques, dit Thad en feuilletant les pages. Ils essaient de faire croire que vous avez abandonné la terre. C'est toute leur stratégie. Serafina haussa un sourcil. Abandonné. Je payais ses impôts chaque année pendant les fêtes. Il n'avait pas tort. Thad sortit sa pile de reçus et sourit. Ça va faire s'écrouler ton argument. La nouvelle du procès s'est rapidement répandue parmi les propriétaires. Au début, beaucoup ont cru à une rumeur exagérée. Mais certains ont ensuite commencé à recevoir des lettres adressées à elles occupants, les avertissant que leur logement pourrait faire l'objet de poursuites judiciaires. La panique couvait sous la surface. Destiny Ramirez appela Serafina un après-midi après avoir trouvé son numéro en ligne. « Madame Blackwood, je ne suis pas contre vous, mais qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Allons-nous perdre notre maison ?» Serafina marqua une pause, la voix ferme. « Destinée, tu n'aurais jamais dû te retrouver dans cette situation. Je ne veux pas blesser les familles, mais je ne peux pas laisser l'association de propriétaires me voler. Ce n'est pas toi qui te bats, c'est eux. » Le destin expira en tremblant. « Je te crois. Je ne sais juste pas comment nous survivrons si tout s'écroule. » Plus les propriétaires en apprenaient, plus la pression s'intensifiait sur Beauregard Sterling et son conseil d'administration. Lors d'une réunion de l'association des copropriétaires, les voix se sont élevées. « Vous nous avez dit que tout allait bien.
a crié un homme. Beauregard leva les mains. Ce n'est rien. C'est une femme qui essaie de nous extorquer. Il a les titres de propriété, s'écria un autre habitant. Je les ai vérifiés moi-même. La salle a explosé, et la façade confiante de Beauregard s'est fissurée pour la première fois. Derrière les portes closes, Magnolia Construction était également mal à l'aise. Son conseiller juridique a averti Beauregard que si le procès de Serafina aboutissait, chaque maison construite pourrait être impliquée dans des poursuites judiciaires. Les investisseurs ont commencé à se retirer. Les agents immobiliers sont restés silencieux. Le projet, devenu une mine d'or, commençait à se détériorer de l'intérieur. Séraphine, quant à elle, ressentait une détermination silencieuse. Pendant des décennies, on l'avait sous-estimée parce qu'elle était réservée et silencieuse. Mais elle comprenait quelque chose au pouvoir. Le vrai pouvoir ne crie pas. Il se construit discrètement jusqu'à ce qu'on ne puisse plus l'ignorer. Tadeu l'encouragea à garder son calme. Tu mérites ce rôle, Séraphine. Ne te laisse pas emporter par le côté théâtral. Elle sourit légèrement. Je n'ai pas besoin de drame. J'ai juste besoin de la vérité. Mais la pression ne pesait pas uniquement sur l'association de propriétaires. Serafina commença à recevoir des lettres anonymes. L'une disait « Vous ruinez des familles. Laissez tomber ». Une autre disait « Vous le regretterez ». Il les montra à Tadeu, qui fronça les sourcils, mais lui dit de ne pas s'inquiéter. « C'est ta peur qui parle, dit-il. La peur signifie qu'on se rapproche. » À l'église, certains évitaient son banc. D'autres murmuraient qu'elle était cupide, d'autres encore disaient qu'elle n'avait pas de cœur. Elle priait en silence, la tête haute. Si seulement il savait toute l'histoire, pensa-t-elle. Ce qui la motivait, c'était le souvenir des sacrifices de ses parents, les longues heures de travail de son père à l'usine, les économies de sa mère pour payer les impôts fonciers. Laisser l'arrogance effacer tout cela était impensable. Cette action ne concernait pas seulement elle. Il s'agissait d'héritage, de respect et de défense de soi-même, là où d'autres s'attendaient au silence. L'association de propriétaires a redoublé d'efforts et a engagé un cabinet d'avocats plus important d'Atlanta. Beauregard a accordé des interviews aux médias locaux, qualifiant Serafina de déraisonnable. Nous leur avons proposé une indemnisation, a-t-il déclaré, mais ils refusent de céder. Nous essayons de protéger les familles du déplacement. Séraphine regarda la vidéo à la télévision et secoua la tête. Une compensation, murmura-t-elle. Ils ne m'ont jamais offert un centime. Les mensonges n'ont fait que renforcer sa détermination. Il avait passé sa vie à enseigner aux enfants que l'honnêteté comptait, que les actes avaient des conséquences. C'était maintenant à son tour de le prouver dans le monde réel. Son objectif n'était pas de se faire des amis, mais de faire les bonnes choses. Et elle savait que plus elle tarderait, plus l'association de propriétaires révélerait ses faiblesses. Mais la bataille juridique approchait, et une fois les témoignages commencés, la tempête silencieuse déclenchée par Séraphina éclaterait aux yeux de tous. Lorsque l'affaire a été portée devant les tribunaux, tout le comté s'est exprimé. Les journaux locaux ont titré « Conflit foncier » à la une, et les rumeurs ont envahi les cafés, les salons de coiffure et les couloirs des écoles. 96 maisons étaient à vendre, et tout le monde voulait savoir si Serafina Blackwood, une retraitée discrète de 64 ans, pouvait vraiment faire tomber toute une association de propriétaires.
Le palais de justice était bondé. Les familles d'Okudestat s'étaient entassées sur des bancs en bois, certaines serrant des dossiers de documents hypothécaires comme pour les protéger du verdict. Agents immobiliers, banquiers et même fonctionnaires du comté remplissaient les allées, tous regardant droit devant eux avec anxiété. Et au centre de tout cela se trouvait Séraphine. Elle portait une simple robe bleu marine, ses documents soigneusement rangés dans une chemise en papier craft posée sur la table à côté de Tadekane. Son visage était serein, malgré une douleur dans la poitrine. Il regarda Beauregard Sterling, de l'autre côté de l'allée, qui, adossé à son fauteuil, murmurait à son équipe d'avocats en costume sur mesure. Son sourire exprimait sa conviction qu'il pouvait encore trouver une solution. La juge Octavia Long a frappé du marteau. Ce tribunal va maintenant entendre les plaidoiries dans l'affaire Blackwood contre Okudestat Ashoa et Magnolia Construction. L'air s'épaissit de tension. Tadeu commença d'une voix ferme et claire. Votre honneur, ma cliente, Madame Blackwood, est propriétaire ininterrompue et documentée de ce terrain depuis plus de 40 ans. Elle a payé ses impôts, rempli ses obligations et protégé ses droits. Cependant, les défendeurs, sans son consentement et sans même vérifier sa propriété, ont construit un ensemble résidentiel sur sa propriété. Il ne s'agit pas de spéculation, mais de vol. Les mots résonnèrent lourdement dans la pièce. Les propriétaires s'agitèrent, mal à l'aise, certains murmurant des prières. Lorsque l'avocat principal de Beauregard s'est levé, le ton a changé. Votre honneur, même si nous respectons les revendications de Madame Blackwood, ce terrain a été aménagé. 96 familles y résidant. Lui accorder le contrôle total causerait un préjudice irréparable à des propriétaires innocents. Elle cherche à s'enrichir au détriment des familles de travailleurs. Séraphine serra les dents, mais Tadeu murmura, laissez-le parler. Plus il s'appuie sur la compassion, plus sa base juridique s'affaiblit. Des témoins ont été appelés. Les greffiers du comté ont confirmé que les impôts de Serafina étaient payés intégralement chaque année. Les géomètres ont attesté que le lotissement avait bel et bien traversé sa parcelle. Tadeu a présenté des photographies, des cartes et des actes certifiés comme des pièces de puzzle, chacun s'intégrant parfaitement dans l'histoire de la propriété. Lorsque Serafina a témoigné, le silence s'est installé dans la salle d'audience. Elle s'est exprimée avec calme et conviction, sans colère. Mes parents ont tout donné pour acheter ce terrain. Ils m'ont dit de le protéger, et je l'ai fait. Je n'ai pas construit ces maisons. Je n'ai pas invité ces familles. C'est l'association des copropriétaires et les promoteurs qui ont pris cette décision. Maintenant, ils veulent faire de moi le coupable pour avoir défendu ce qui m'appartient. Certains propriétaires se sont embarrassés sur leur siège. Pour la première fois, ils la voyaient non pas comme une adversaire anonyme, mais comme une personne qu'ils avaient traitée injustement. Beauregard, quant à lui, était de plus en plus frustré. Lorsqu'il fut finalement assigné à comparaître, son courage vacilla. Tadeu le pressa fermement. Monsieur Sterling, avez-vous inspecté la propriété avant de construire sur la parcelle 1467? Nous faisons confiance à nos partenaires, a répondu Beauregard, légèrement en sueur. Alors tu ne l'as pas vérifié. Nous appuyons sur les informations disponibles. Tadeu se pencha en avant. As-tu fait confiance ou ignoré? La cour murmura. Le visage de Beauregard devint rouge. Pendant ce temps,
Les propriétaires étaient sur le qui-vive. Dans le couloir, pendant une pause, Destiny Ramirez s'approcha à nouveau de Serafina. « Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je veux juste que tu saches que je comprends tes difficultés. Ce n'est pas juste pour toi non plus. » Serafina lui toucha doucement le bras. « Je ne te blâme pas, Destinée. On t'a vendu un rêve qui n'était pas le tien. » Dès la 2e semaine de témoignage, il était clair que la tendance penchait en faveur de Serafina. Chaque expert confirmait ses dires. Chaque document mentionnait son nom. Les arguments de l'association de propriétaires semblaient chaque jour plus faibles, plus désespérés, plus purement cosmétiques que juridiques. Pourtant, la pression était insupportable pour les familles. Certaines pleuraient en silence dans les banques, conscientes que leurs prêts hypothécaires risquaient de s'effondrer. D'autres, furieuses, fusillaient Beauregard du regard, comme s'il les avait personnellement trompées. La dernière journée de débat fut électrique. Tadeu se leva, sa voix résonnant dans toute la salle. « Votre honneur, il ne s'agit pas simplement d'une affaire juridique, mais d'une affaire morale. » Les accusés pensaient que Madame Blackwood resterait silencieuse, qu'elle n'aurait pas les moyens de se battre. Mais elle l'a fait, parce qu'elle a respecté la loi alors qu'eux ne l'ont pas fait. Ils ont joué avec des terres qui ne leur appartenaient pas, et ils ont perdu. La vérité est dans ces archives, et on ne peut l'ignorer. L'avocat de Beauregard a interjeté appel, décrivant Serafina comme une femme froide et inflexible. Mais le mal était déjà fait. L'expression de la juge révélait qu'elle avait déjà pesé le pour et le contre. Serafina resta assise en silence, les mains jointes, prête à affronter la suite. Elle avait mené son combat avec dignité. Mais alors même que le tribunal s'apprêtait à rendre son verdict, les familles à l'extérieur de ces murs se préparaient à l'impact de leur vie. Parce que le rêve de quelqu'un était sur le point d'être brisé. Le verdict n'était pas encore tombé, que le poids du procès écrasait déjà les familles d'Okudestat. Tout commença par de petites fissures, des conversations chuchotées dans la cuisine, des mensualités hypothécaires soudain plus lourdes, la confiance dans le syndicat des copropriétaires s'évaporant comme la rosée du matin. Kingston et Destiny Ramirez étaient assis à table soir après soir, avec la lettre de l'avocat de Serafina toujours dans un tiroir qu'ils ne pouvaient pas se résoudre à jeter. « Et si le juge nous condamne ?» murmura Destiny une nuit. Ses enfants dormaient à l'étage, ignorant que leur maison pouvait disparaître en un éclair. Kingston regarda ses mains calleuses. « Nous nous battons donc pour obtenir une indemnisation. Nous n'avons pas construit ça. Nous sommes aussi des victimes. » La famille Brigg avait un avis différent. Aurora, enceinte de 7 mois, fondit en larmes après avoir lu un article du Macon Télégraphe sur le procès. « Et si nous ramenions notre bébé à la maison et qu'on nous disait ensuite que nous ne sommes même pas propriétaires de cet endroit ?» sanglota-t-elle. Phénix la serra dans ses bras, mais la peur dans ses yeux trahissait ses paroles. « Ça va marcher, ma puce. Il le faut. » Lors des réunions de quartier, la tension monta. Les célébrations de longue date des associations de propriétaires se transformèrent en bagarres. Les résidents exigeaient des réponses de Beauregard Sterling. « Vous nous aviez dit que tout allait bien », a crié un propriétaire. Beauregard leva les mains. « Ce n'est pas un problème. C'est un litige, rien de plus. »« Un litige juridique », s'exclama une autre femme. « Toute ma retraite est bloquée dans cette maison. » La confiance de Beauregard s'était envolée. Il n'était plus le leader intouchable,
Il trébuchait désormais lorsqu'il parlait, transpirant sous les néons du clubhouse. Le représentant de Magnolia Construction disparut complètement, laissant Beauregard rongé par sa colère. Certaines familles se sont retournées contre Serafina, la rendant responsable de leur cauchemar. Un soir, alors qu'elle se dirigeait vers sa boîte aux lettres, un homme portant une casquette de baseball a crié depuis une voiture qui passait. « Vous détruisez des vies, madame. » Les mots la blessèrent, mais elle refusa de le montrer. Plus tard, assise avec Tadeu, elle admit « Il me voit comme l'ennemi. » Mais le véritable ennemi, c'est celui qui leur a vendu de fausses promesses. D'autres ont commencé à comprendre son point de vue. Destiny Ramirez l'a défendu lors d'une réunion communautaire, déclarant « Ce n'est pas elle qui nous a trompés, c'est Beauregard. Elle protège ce qui lui appartient, et nous ferions tous de même. » La salle devint silencieuse, mais la division était claire. La moitié de la communauté était remplie de ressentiment envers Serafina, tandis que l'autre moitié était remplie de colère envers Beauregard. L'effondrement financier a rapidement suivi. Les banques ont hésité à accorder de nouveaux prêts hypothécaires pour le projet. Les agences immobilières ont retiré leurs propriétés par crainte de poursuites judiciaires de la part des acheteurs. Les valeurs immobilières ont gelé, puis ont chuté. Les familles qui avaient dépensé chaque centime pour déménager se sont soudainement retrouvées coincées dans des maisons qu'elles ne pourraient peut-être jamais vendre. Le stress a gravement affecté leur mariage et leurs amitiés. Phoenix Brigg a confié à un voisin qu'Aurora et lui se disputaient constamment. Elle veut fuir. Je veux me battre. Aucun de nous ne dort. Orion et Céleste Price, le couple de retraités, se sentaient trahis plus que tout. Orion, autrefois un homme réservé, arpentait maintenant le porche avec colère. 30 ans à la poste, et tu m'as mis à la retraite ? Dans un pays qui ne m'appartient même pas ? Pendant ce temps, Beauregard tentait de limiter les dégâts. Il est apparu à la télévision locale, insistant sur le fait que l'association des copropriétaires travaillait à un accord. « Nous sommes en négociation », a-t-il déclaré, « et nous espérons que les familles ne perdront pas leur maison. » Mais ces paroles sonnaient creux. En coulisses, Magnolia Construction avait commencé à se préparer à prendre ses distances avec l'association de propriétaires, laissant Beauregard seul responsable. L'impact émotionnel était palpable. Les enfants écoutaient les conversations inquiètes de leurs parents et posaient des questions auxquelles aucun d'eux ne voulait répondre. « Est-ce qu'on va devoir sortir ?» demanda un petit garçon à sa mère en le bordant dans son lit. Elle l'embrassa sur le front et murmura « Non, chérie. » Mais en fermant la porte, elle s'appuya contre le mur du couloir et pleura. Pour Séraphine, le dénouement fut doux amer. Elle n'avait jamais souhaité de mal aux familles, mais elle savait aussi que chaque brique, chaque fenêtre, chaque parterre de fleurs avait été construit sur ce qui lui revenait de droit. « Tu ne devrais pas être en colère contre moi, » dit-il à Tadeu un soir. « Tu devrais être en colère contre celui qui a risqué tes vies. » Tadeu hocha la tête. Et c'est ce que le tribunal clarifiera bientôt. Mais vous devez vous préparer. Quelle que soit la décision, vous serez tenu responsable. Car il est plus facile de blâmer la vérité que d'affronter celui qui les a vraiment déçus. Les familles d'Okudestat étaient prises dans un piège qu'elles n'avaient pas créé, mais dont elles vivaient l'emprise. Et chaque jour qui passait, leur colère, leur confusion et leur peur s'intensifiaient. Mais la tempête ne faisait que commencer, car la décision du tribunal approchait, et avec elle, le moment où les rêves allaient s'effondrer ou être réécrits à jamais. Le jour de l'annonce du verdict,
Le palais de justice de Mâcon était tellement bondé que les couloirs étaient bondés. Les équipes de presse s'étaient installées à l'extérieur, leurs caméras attendant de capter les réactions. Pendant des semaines, la communauté avait retenu son souffle, et maintenant tout allait se décider dans une seule décision. Sérafina arriva tôt, marchant lentement mais d'un pas décidé. Elle portait un tailleur gris ayant appartenu à sa défunte mère, dont l'ourlet était soigneusement repassé. À ses côtés, Tadeu portait une lourde mallette remplie de documents, même s'il n'en avait plus guère besoin. Les faits étaient indéniables, la terre lui appartenait, et le procès l'avait clairement démontré. Pourtant, Séraphine était assise en silence, priant. Non pas pour la victoire, mais pour avoir la force d'endurer ce qui allait suivre. De l'autre côté de l'allée, Beauregard Sterling était pâle. Sa bravade habituelle avait disparu, sa cravate était dénouée tandis qu'il chuchotait frénétiquement à ses avocats. Des semaines de témoignages avaient porté leurs fruits. Les propriétaires qui avaient autrefois applaudi son leadership le fusillaient maintenant du regard. Même Magnolia Construction avait pris ses distances, refusant de se présenter aux audiences finales. Beauregard était isolé, avec le poids de 96 familles sur ses épaules. La juge Octavia Long entra dans la salle d'audience, l'air indéchiffrable. Elle ajusta ses lunettes, remua ses papiers et commença à parler. Après examen des preuves présentées, le tribunal conclut que la plaignante, Madame Sérafina Blackwood, a conservé la propriété ininterrompue du bien litigieux pendant plus de 40 ans. Les impôts ont été payés, les actes ont été enregistrés et le titre de propriété a été réaffirmé. La construction d'Okudestat sur son terrain a été réalisée sans son consentement et à son insu. Un murmure parcourut la pièce, des soupirs, des chuchotements, un sanglot étouffé. Le juge Long a poursuivi avec fermeté. Par conséquent, le tribunal reconnaît Madame Blackwood comme la propriétaire légitime de la propriété sur laquelle le développement d'Okudestat a été construit. Les mots résonnèrent comme le tonnerre. Certains propriétaires pleurèrent abondamment. Aurora Briggs se serra le ventre et pleura contre l'épaule de Phoenix. Kingston Ramirez enfouit son visage dans ses mains. Céleste Price regarda droit devant elle, les lèvres tremblantes. Pour eux, c'était comme si leur monde s'était effondré. Mais pour Séraphine, c'était une vengeance. Elle ferma brièvement les yeux et murmura « Maman, papa, on a réussi ». Cependant, le juge n'en avait pas terminé. Concernant les réparations, la question de l'indemnisation doit être tranchée par la suite. Magnolia Construction et l'association des propriétaires sont responsables des dommages. Les propriétaires ne seront pas expulsés immédiatement, mais leur droit de résidence dépend de la résolution du litige entre les défendeurs et Madame Blackwood. C'était une belle façon de dire que les familles n'étaient pas expulsées ce jour-là, mais que leur avenir était incertain. Tadeu serra la main de Sérafina sous la table. C'est une victoire. Le reste suivra. À l'extérieur du palais de justice, Beauregard était encerclé par les journalistes. Il tenta de fuir les caméras, mais les micros lui barrèrent la route. Monsieur Sterling, avez-vous un commentaire à faire sur cette décision ? A crié l'un d'eux. Beauregard s'est exclamé, ce n'est pas fini, avant de disparaître dans une voiture qui l'attendait. Alors que Sérafina partait, les questions ont afflué. Madame Blackwood, que pensez-vous des familles qui perdent leur maison ? Prévoyez-vous de vendre le terrain ? Êtes-vous prête à négocier ? Il s'arrêta en haut des marches du palais de justice,
le soleil réchauffant son visage. Il n'a jamais été question de blesser les familles, dit-il calmement. Il s'agissait de protéger ce qui nous appartenait, à mes parents et à moi. L'association de propriétaires a misé sur des vies qui n'étaient pas les leurs. J'ai fait ce que tout le monde aurait fait, j'ai défendu ce qui me revient de droit. Ces paroles exprimaient à la fois dignité et tristesse. L'atmosphère dans le quartier était tendue ce soir-là. Certains habitants déversaient leur colère sur Beauregard, exigeant sa démission. D'autres s'en prenaient à Serafina, convaincus qu'elle les avait privés de leur stabilité. Mais au fond, ils savaient tous la vérité. La faute résidait dans l'arrogance, dans le fait de sauter des étapes, dans le fait de supposer qu'une femme comme Serafina s'effondrerait sous la pression. Dans sa modeste demeure, Serafina enferma la décision du tribunal dans son coffre-fort ignifuge. Assise en silence à la table de la cuisine, elle sirota son thé comme si de rien n'était. Et pourtant, tout cela était arrivé. Elle avait affronté un système conçu pour la submerger, et elle avait gagné. Pour les familles, l'avenir était incertain. Le syndicat de copropriétaires négocierait-il un rachat? Magnolia Construction paierait-il les dommages? Aurait-il le droit de rester? Aucune de ces réponses ne vint rapidement. Mais une chose était claire, la terre appartenait à Séraphine. Et personne ne pouvait l'effacer. Mais même si Serafina a finalement goûté à la victoire, la question la plus profonde restait. Qu'arriverait-il aux familles piégées dans les décombres de l'erreur de quelqu'un d'autre? Dans les semaines qui ont suivi le verdict, Okudestat ne ressemblait plus au quartier idéal qu'on lui avait présenté. À première vue, les maisons étaient toujours debout, les enfants faisaient encore du vélo et les pelouses étaient toujours tondues. Mais sous cette façade, le quartier portait le poids de l'incertitude. Chaque lumière du porche semblait plus faible, chaque conversation plus courte, chaque regard teinté de malaise. Pour les propriétaires, cette décision les a laissés dans l'incertitude. Ils n'ont pas été expulsés, mais ils n'étaient pas en sécurité. Certains se sont empressés d'appeler leurs propres avocats dans l'espoir de protéger leur investissement. D'autres ont débattu jusque tard dans la nuit, autour de la table de la cuisine, pour savoir s'ils devaient partir. Kingston et Destiny Ramirez essayaient de maintenir leur famille unie, se rappelant chaque jour qu'ils avaient subi autant de dommages que Serafina. Pourtant, les fissures étaient visibles. Leurs enfants posaient des questions auxquelles ils ne pouvaient répondre. On déménage encore? Est-ce toujours notre maison? Aurora et Phoenix Brigg ont envisagé de mettre leur maison en vente avant la naissance de leur bébé. Mais personne n'était prêt à acheter une propriété entachée d'un procès. On est coincé, murmura Phoenix un soir en arpentant le couloir. On rembourse l'hypothèque d'une maison qui ne nous appartient peut-être même pas. Aurora, épuisée, effrayée, s'appuya contre le chambranle de la chambre d'enfant et murmura « Nous voulions juste un avenir. Pourquoi est-ce trop demandé ?» Pendant ce temps, Beauregard Sterling démissionnait dans la honte. Lors de la dernière réunion de l'association des copropriétaires qu'il présidait, les habitants l'avaient hué, exigeant des réponses. Il n'en a offert aucune, se contentant de présenter des excuses creuses avant de s'éloigner sous un concert de voix en colère. Son ambition, autrefois célébrée, était devenue le visage de la trahison. Magnolia Construction a discrètement contacté Thad Kane pour lui proposer un accord. Ils ont offert à Serafina une somme considérable en échange du transfert des droits de propriété à la HOA. Mais Serafina prit son temps. Elle écouta attentivement, sirotant son thé,
tandis que Tadeu lui expliquait l'offre. Puis elle secoua la tête. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Ils doivent ressentir le poids de ce qu'ils ont fait. Chaque raccourci, chaque supposition. Ils pensaient que je ne me battrais pas. Eh bien, je l'ai fait. Pourtant, Sérafina ressentait de la compassion. Elle savait que des familles comme les Ramirez et les Price n'avaient pas choisi ce combat. Ils étaient des victimes collatérales. Un dimanche après-midi, il assista à une réunion dans une église locale où certains des propriétaires s'étaient réunis. La salle était tendue lorsqu'il entra, mais au lieu de se mettre sur la défensive, il s'exprima clairement. « Je ne vous déteste pas, leur dit-elle. Je ne veux pas vous voir souffrir. Mais vous m'avez volé cette terre. Je ne pouvais pas la laisser partir. La suite dépendra des négociations, mais je veux que vous compreniez, je ne suis pas votre ennemi. Ceux qui vous ont fait de fausses promesses le sont. » Certains l'écoutaient avec une expression paisible. Destiny Ramirez s'est même levée pour la remercier. D'autres croisaient les bras, réticents à pardonner. Mais pour la première fois, beaucoup la voyaient non pas comme une femme luttant pour l'héritage de sa famille, mais comme une méchante détruisant le sien. Pour Séraphine, la victoire n'était pas une question de richesse ou de vengeance, mais de respect. Il s'agissait de prouver que des gens ordinaires pouvaient se soulever contre des institutions qu'ils considéraient comme intouchables. Elle avait préservé le rêve de ses parents, non seulement pour elle-même, mais aussi comme un message à tous ceux qui pensaient que le silence signifiait capitulation. La leçon était claire. Sous-estimer la détermination de quelqu'un, c'est s'exposer à des conséquences indépendantes de sa volonté. L'association des propriétaires a construit 96 maisons sur des terrains appartenant à d'autres, persuadée de pouvoir forcer l'accès. Au lieu de cela, elle est tombée dans un piège tendu non par malveillance, mais par vigilance. Des semaines plus tard, alors que Sérafina marchait le long de sa propriété avec son cousin Jérémy, elle s'arrêta près d'un des vieux marqueurs en fer qui se trouvaient là depuis son enfance. « Papa m'a dit de ne jamais le laisser partir, » dit-il doucement. Jérémy hocha la tête d'une voix rauque. « Tu l'as honoré. Tu les as honorés tous les deux. » Au loin, les toits d'Oku d'Estat brillaient au soleil. Pour Sérafina, ce n'étaient pas des symboles de défaite, mais des rappels que la patience, la persévérance et la vérité l'avaient aidé à surmonter cette épreuve. Il l'avait sous-estimé, ignoré et insulté. Mais il ne l'avait pas vaincu. Pour les familles, l'avenir restait incertain. Les négociations seraient longues, les accords nécessiteraient des efforts acharnés, et certaines pourraient ne jamais regagner la confiance perdue. Cependant, malgré leur souffrance, ils ont retenu une leçon. Les raccourcis de la vie laissent souvent des cicatrices. Et faire confiance aux mauvais dirigeants peut coûter cher. L'histoire de Sérafina est devenue plus qu'un simple procès, c'est devenu une parabole murmurée dans tout le comté et au-delà. Il s'agissait de terre, certes, mais au-delà de cela, il s'agissait de dignité. De tenir bon quand d'autres attendaient de vous que vous pliez. Et c'est là que l'histoire nous laisse, avec un rappel que la force ne crie pas toujours. Et que la justice n'est pas toujours rapide. Mais quand elle l'est, elle est indéniable. Des mois se sont écoulés avant qu'un accord définitif ne soit trouvé. Magnolia Construction a dû verser des dommages et intérêts substantiels à Sérafina, tandis que certaines familles ont réussi à négocier le maintien dans leur logement grâce à de nouveaux baux. D'autres sont partis, financièrement et émotionnellement dévastés, mais emportant avec eux une amère leçon sur les dangers de faire confiance à l'autorité sans la remettre en question.
Burger Sterling disparu de la scène publique, sa réputation ruinée. La HOA fut dissoute moins d'un an plus tard, incapable de survivre au scandale et aux conséquences juridiques. Mais Séraphine resta. Dans sa modeste demeure, sur la terre de ses ancêtres, symbole vivant que la vérité, aussi longue soit-elle à émerger, finit toujours par trouver son chemin. Ceux qui pensaient pouvoir bafouer ses droits parce qu'elle était une femme noire à la retraite vivant seule ont appris que sous-estimer quelqu'un en fonction de son apparence est une erreur coûteuse. Pour les familles qui ont tout perdu, elles ont appris que les rêves construits sur des fondations de mensonges sont des châteaux de sable qui attendent de s'effondrer. Et pour nous tous, l'histoire de Serafina est un puissant rappel. Protégez ce qui vous appartient. Documentez tout. Ne présumez jamais que ceux qui sont au pouvoir ont vos intérêts à cœur. Parce que lorsque vous restez silencieux face à l'injustice, vous invitez à plus d'injustice. Serafina Blackwood n'est pas restée silencieuse. Et grâce à cela, sa terre et sa dignité sont restées intactes. Si vous écoutez cette histoire, souvenez-vous de ceci, votre voix compte. Vos droits comptent. Et parfois, le combat le plus important n'est pas celui que vous choisissez, mais celui qui vous choisit. Partagez cette histoire si vous pensez que chaque personne mérite le respect et la protection de ses droits de propriété. Ensemble, nous pouvons construire un monde où la vérité prime sur le pouvoir et où la justice ne connaît ni race ni classe sociale. La lutte de Séraphina nous rappelle. Peu importe à quel point vous pouvez paraître petit aux yeux des autres, si vous avez la vérité de votre côté, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour gagner. La propriété est le pouvoir, la justice prévaut, défendez votre terrasse, la vérité gagne, la dignité, lutte indéniable pour vos droits, n'abandonnez jamais, les vrais héros, la force silencieuse, le respect gagné.